Samedi 18 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Le meilleur joueur de ce tournoi, je crois qu'il y a 2 Algériens qui peuvent avoir le titre. En parlant de Youssef Le Blaili, extraordinaire, le Sultan, il n'a pas de rival, le Sultan. On l'a vu devant le Maroc, devant le Soudan, devant le Qatar, dans toutes les matchs d'Algérie. Youssef Blaili, t'es juste formidable. Merci Faisal Sayah, et on reviendra plus en détail sur ces sujets dans nos prochaines éditions. Voilà, donc l'Algérie, championne de la 10e Coupe arabe. Nous l'avons vu ensemble, ces images de la remise de la Coupe à l'Algérie. Et nous revenons ensemble sur l'actualité internationale marquante du jour. On commence avec la Libye, où la date butoir approche et les incertitudes sont de plus en plus grandissantes. Ce pays où les tensions sont palpables et les enjeux majeurs, les grandes puissances coupables de cet avenir incertain, pendant que le peuple essaye de se reconstruire, mais surtout de retrouver sa souveraineté. Tininan Makassi. De Tripoli à Benghazi, en passant par Sabha à Koufra, les Libyens partagent le même rêve, les mêmes espoirs, un pays uni, libéré du joug des puissances étrangères. La vie au quotidien semble calme, mais la crise économique menace chaque jour. Du point de vue économique, la situation est critique. Le peuple se plaint de l'inflation galopante, qui ne cesse de progresser depuis 2015. Celle-ci est facilement perceptible car elle se répercute sur les prix des matières premières et des produits de première nécessité, notamment alimentaires. C'est le cas depuis 2011. La crise économique n'est pas la seule ombre au tableau du quotidien libyen. Les conflits internes et la course au pouvoir entre les différentes parties, est, ouest, sud du pays font rage. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce conflit et certains sont même des fantômes, si je peux m'exprimer de cette façon. Ces acteurs à l'origine des conflits internes veulent balkaniser le pays et créer plusieurs petits États qui serviront leurs intérêts et ceux de leurs alliés étrangers. À moins d'une semaine, les scénarios et l'avenir des élections ne sont pas clairs, mais les craintes d'une escalade de violence sont réelles. La politique en Libye est régie par des forces extérieures et ces élections sont une façon subtile de légitimer ces interventions. Aujourd'hui, la crainte du peuple libyen et de son intelligentsia est de voir de nouveau un conflit armé éclater qui pourra conduire à la scission de notre pays. En dépit du chaos et de la volonté des grandes puissances de déstabiliser ce pays et cette région du continent, le peuple libyen résiste et n'a pas dit son dernier mot. La résolution du conflit se fera entre Libyens. Et la coopération Turquie-Afrique qui prend un nouvel essor. Erdogan regarde vers la rive sud avec détermination depuis sa dernière tournée africaine. La toile s'est tissée avec force entre la Turquie et bon nombre de pays africains. La coopération avec l'Algérie en est la parfaite illustration. Leïla Gertal. Le président turc tente d'étendre son influence sur le bassin sud pour relancer l'économie de son pays et asseoir son influence tant politique qu'économique dans la sous-région. Diversifier ses partenaires semble être une des devises de la réelle politique adoptée par Erdogan. Ce sommet turc-Afrique offre des opportunités insoupçonnables et inestimables, aussi bien pour Ankara que pour les pays africains. L'Algérie constitue un axe central dans ce volet, dans ce sens où elle représente le portail de l'Afrique. Lors de sa dernière visite en Algérie en 2020, la première du genre effectuée par un chef d'État en Algérie, après l'élection de Tebboune, le président Erdogan avait rappelé qu'il comptait beaucoup sur l'Algérie pour la réussite de ce sommet, affirmant que, je cite, l'Algérie représentait un accès important pour l'Afrique et ceci pour la Turquie. La participation du Premier ministre et du ministre des Finances algérien Ayman Ben Abdelrahman en sa qualité de représentant du président Abdelmajid Tebboune consacre toute l'importance accordée par les deux pays aux échanges bilatéraux et à la coopération, et surtout le souci de hisser les relations à un niveau d'excellence. Cette dynamique insufflée aux échanges devrait aboutir à la tenue de la première session du Conseil de coopération conjoint de haut niveau dont la mise en place a été convenue par les présidents des deux pays en 2020.
L'Algérie est considérée ainsi comme le deuxième partenaire de la Turquie en Afrique. Celle-ci a déjà investi plus de 5 milliards de dollars en Algérie. Le nombre d'entreprises avec les partenaires turcs en Algérie dans le secteur de la construction et de l'habitat a dépassé les 1300. En matière de coopération algéro-turque, les chiffres sont plus éloquents que le verbe. Des mémorandums d'entente et des accords de partenariat ont été signés dans divers secteurs, entre autres l'enseignement supérieur, le tourisme, la diplomatie et l'énergie, avec le prolongement jusqu'à 2024 du contrat du gaz liquéfié qui approvisionne la Turquie depuis 2020. Le partenariat entre les deux pays s'est traduit par l'intensification et la concertation sur les questions régionales et internationales. Ce sommet, même s'il se veut avant tout africain, le partenaire Algérie l'incarne sous sa meilleure image. L'aspect sécuritaire, justement, un point très important lors de ce sommet Afrique-Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est exprimé à ce sujet. On l'écoute. Nous sommes un pays qui a connu durant plus de 40 ans les affres du terrorisme, donc nous savons très bien ce que l'Afrique endure, à cause de la présence des organisations terroristes telles que Daesh et Boko Haram. Nous sommes prêts à échanger nos expériences dans le domaine de la lutte antiterroriste afin d'éradiquer toutes les organisations terroristes. Nous le disions à l'instant donc, la Turquie qui prend désormais conscience de l'importance de l'Afrique scrute la moindre opportunité pour renforcer ses liens sur le continent et ce, afin de gagner de nouveaux galons sur l'échiquier économique, notamment via l'intensification des investissements directs étrangers, une stratégie qu'Ankara cherche inéluctablement à développer à partir d'Alger. Khaireddin Bataj. L'Algérie, qui prend part au 3e sommet de partenariat Turquie-Afrique, entretient déjà d'excellentes relations économiques avec Ankara, et ce en vertu d'un traité d'amitié et de coopération signé en 2006. Le nombre d'entreprises turques présentes en Algérie ne cesse de croître. Il est estimé à pas moins de 800 opérateurs activant dans divers secteurs, notamment le bâtiment, l'industrie, la défense et le commerce. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 4 milliards de dollars en 2018 et 2019, avant de baisser à 3 milliards de dollars en 2020 en raison de la pandémie Covid-19. La Turquie occupe la première place en termes d'investissement direct étranger en Algérie avec un équivalent de 3,5 à 5 milliards de dollars. Que la participation de l'Algérie au 3e sommet Turc-Afrique peut d'abord développer les relations économiques et les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie, et aussi va permettre à l'Algérie d'avoir sa place en tant qu'un grand pays africain, et aussi pour devenir vraiment une porte importante vers le marché africain, non seulement pour la Turquie, mais aussi pour d'autres pays. Ankara a récemment déclaré par le biais de sa chancellerie vouloir continuer à investir dans des projets porteurs. Mais la Turquie veut également porter son regard sur d'autres horizons en profitant de l'éclaircie du ciel algérien. Pour intensifier sa présence économique sur le continent africain, Ankara souhaite désormais passer par un modèle de realpolitik, étalonné de plus près d'autres acteurs ayant les clés de la région. Nous avons réalisé d'excellents chiffres et résultats depuis 16 ans et il s'agit là de la meilleure preuve que nous pouvons avancer quant au caractère sérieux de notre engagement sur le continent africain. Nos ambitions nous porteront plus loin que ça, car nous croyons que l'Afrique c'est bien plus que 5 pays uniquement. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman, qui représentait l'Algérie à ce sommet, a quant à lui insisté sur l'importance accordée au partenariat afro-turc. L'Algérie accorde une grande importance au partenariat afro-turc qui rassemble d'une part un continent dont nous faisons partie intégrante et pour lequel nous œuvrons sans relâche pour sa stabilité, son développement multidimensionnel et la prospérité de ses peuples, et d'autre part la République de Turquie avec laquelle nous entretenons des relations historiques et des points communs civilisationnels, culturels et sociaux tissés à travers plusieurs siècles. En octobre dernier, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu en Angola, au Nigeria et au Togo. Dès son retour, il a inauguré à Istanbul le 3e forum d'économie et d'affaires Turquie-Afrique, tenu en présence de nombreux ministres turcs et de plusieurs centaines de responsables africains en provenance de 41 pays.
Dans ce sillage, le sommet d'Ankara devra donc planter les jalons d'une coopération continentale entre la Turquie et l'Afrique sur des bases économiques plus pragmatiques. Emmanuel Macron annule son déplacement au Mali, prévu pour le 20 décembre. La visite du président français au Mali n'aura finalement pas lieu, selon le communiqué de la présidence française, en raison de la situation sanitaire liée à la progression du variant Omicron du Covid-19. Cette décision a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président. La présidence française indique également, je cite, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole. Fin de citation. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre et chef du gouvernement Patrick Hachi a présidé la cérémonie d'ouverture de la 5e étape du dialogue politique en présence de responsables de 21 formations politiques, dont 8 groupements et 13 partis individuels. Le chef du gouvernement a exhorté les responsables politiques à saisir l'occasion de ce dialogue politique pour réaffirmer leur engagement en faveur de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité. De leur côté, les responsables des formations politiques présents ont unanimement salué la reprise du dialogue politique. République centrafricaine, hier, vendredi, le Trésor américain a placé sous sanction le chef de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique. L'un des plus puissants groupes armés du pays, Ali Daras, est accusé de graves violations des droits de l'homme et l'UPC est désigné responsable de meurtres, tortures, viols ainsi que du déplacement de milliers de Centrafricains depuis 2014. Ce samedi 18 décembre marque la journée internationale des migrants. 280 millions, c'est le nombre de migrants internationaux en 2020. Ils représentent 3,6% de la population mondiale, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, Améziane Zitouni. Qu'ils soient volontaires ou forcés, conséquences de catastrophes, de difficultés économiques, d'une pauvreté extrême, de conflits ou de changements climatiques. Toutes ces difficultés continuent de déterminer les mouvements de population et flux migratoires dont les chiffres ne cessent de s'accroître. Ces facteurs influeront considérablement sur les caractéristiques et l'ampleur des migrations à l'avenir et détermineront les stratégies et les politiques que les pays devront élaborer pour mettre à profit le potentiel qu'offre la migration, tout en veillant à ce que les droits de l'homme fondamentaux des migrants soient garantis. Cependant, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières offre l'occasion de faire de la mobilité humaine une réalité et d'en saisir les chances. Par leur connaissance, leur réseau et leurs compétences, les migrants contribuent à des communautés plus solides et plus résilientes. Le paysage social et économique mondial peut être façonné par des décisions fortes visant à relever les défis que pose la mobilité humaine et les migrants et à saisir les opportunités. Une journée internationale pour ces hommes et femmes qui ont choisi une terre d'accueil autre que celle qui les a vus naître et l'occasion pour plus de sensibilisation envers ce phénomène social. Et la Russie qui a rendu publiques les propositions de traité qu'elle a remis aux États-Unis afin de désamorcer les tensions récurrentes avec les pays de l'OTAN. Moscou propose d'entamer les négociations dès ce 18 décembre à Genève. Mais Washington ne semble pas vouloir dialoguer la présence de ses alliés et partenaires européens. Souhila Akilal. Le ministre russe des Affaires étrangères a rendu publiques les propositions de traité que la Russie a remis aux États-Unis afin de mettre un terme aux tensions récurrentes avec les pays de l'OTAN et établir des garanties juridiques pour assurer la sécurité de ses frontières qu'elle juge menacées sur fond de tensions récurrentes. Ces documents prévoient notamment d'interdire tout nouvel élargissement de l'OTAN à l'Ukraine ainsi qu'à tout autre pays et d'empêcher les activités militaires proches de la frontière russe dans les pays de l'ancien espace soviétique.
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a appelé la partie américaine à prendre l'initiative russe très au sérieux, affirmant que la Russie était prête à entamer les négociations dès aujourd'hui dans un pays tierce. De son côté, Washington ne semble pas vouloir dialoguer, à en croire la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, qui a affirmé, je cite, « Il n'y aura pas de discussion sur la sécurité européenne, sont nos alliés et partenaires européens. Nous ne ferons aucun compromis sur les principes fondateurs de la sécurité européenne. » Les Occidentaux menacent la Russie de sanctions sans précédent en cas d'invasion de l'Ukraine, mais semblent exclure toute intervention militaire. De son côté, la Russie affirme n'avoir aucun compte à rendre sur les déploiements des troupes au sein de ses frontières et affirme au contraire qu'elle est sous la menace de l'OTAN qui arme Kiev et multiplie les déploiements de moyens aériens et maritimes dans la région de la mer Noire. Et on va parler de ce bras de fer entre Paris et Londres au sujet des licences de pêche. Un bras de fer qui ne semble pas connaître d'épilogue. Le gouvernement français a annoncé hier que la France va demander à la Commission européenne d'engager une procédure de contentieux post-Brexit contre le Royaume-Uni. La France qui attend toujours des autorités britanniques la délivrance de 73 licences à ses pêcheurs. En Pologne, le Parlement vient d'adopter une loi sur les médias qui empêchera les entreprises n'appartenant pas à l'espace économique européen de détenir une participation majoritaire dans les entreprises de médias polonais. Le gouvernement polonais affirme que cette loi protégera le paysage médiatique contre des acteurs potentiellement hostiles. Une situation qui ne plaît pas à Washington, qui voit cette loi comme une tentative de réduire au silence la chaîne d'information indépendante TVN24, contrôlée par l'Américain Discovery, considéré comme critique envers les conservateurs au pouvoir. On va parler santé, Covid-19. Les dirigeants européens se réunissent autour d'un seul objectif, celui d'endiguer la propagation du Covid-19. Le vieux continent fait face à une vague de contamination aggravée par le nouveau variant Omicron, alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Les détails avec Amine Touta. Du Portugal au Danemark, en passant par le Royaume-Uni, la 5e vague du Covid-19 sévit en Europe en cette fin d'année avec une nouvelle flambée des contaminations, notamment du variant Omicron. Conséquence de la réalité sanitaire, un retour imminent des restrictions et les mesures préventives, comme c'est le cas dans la péninsule ibérique où le gouvernement portugais a pris la décision de réintroduire l'obligation du port de masque dans les espaces fermés. Pour ce qui est des voyageurs, un test négatif est imposé pour entrer dans le pays. En France, les services de santé misent sur la vaccination pour faire face à la montée du variant et un pass vaccinal sera désormais exigé dans les lieux de loisirs et divertissement. Pour ce qui est de la Suisse, le gouvernement helvétique compte rétablir le télétravail dès la semaine prochaine. Loin du continent, dans l'île britannique, un record de contamination a été enregistré pour le 3e jour de suite. Le nouveau variant est quasi dominant même dans les pays limitrophes avec l'Angleterre, à l'image de l'Écosse et les pays de Galles. Dans le nord de l'Europe, principalement au Danemark, le gouvernement socio-démocrate de Mette Frederiksen a décidé de limiter les rassemblements culturels avant les fêtes de fin d'année. Tous les chemins sont légitimes pour contrôler la contagion et que les prochains jours seraient décisifs pour évaluer l'impact de ce nouveau variant en Europe qui n'a pas encore dit son dernier mot. La prudence est donc de mise. République tchèque, un nouveau Premier ministre tchèque prend à 57 ans les rênes du pays. Il s'agit de Petr Fiala, qui se trouve donc à la tête du gouvernement d'un pays où les conséquences économiques de la crise sanitaire ne vont pas lui simplifier la tâche. Lui, qui a fait de l'équilibre budgétaire la pierre angulaire d'un programme électoral qui se veut ambitieux. Direction Vienne en Autriche et les négociations autour du nucléaire iranien, même si quelques avancées sont à observer, comme l'accord sur la reprise de la surveillance par caméra de l'un des sites du programme nucléaire iranien, l'Occident exprime ses doutes. Le diplomate européen Enrique Mora a déclaré, je cite, « Nous n'avons pas des mois devant nous, plutôt des semaines pour conclure un accord », fin de citation, des doutes partagés par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a vu certaines données enregistrées par ces caméras disparaître.
Selon l'Iran, c'est la conséquence d'un sabotage que Téhéran attribue à l'entité sioniste. Par ailleurs, les informations enregistrées par les caméras de l'Agence internationale de l'énergie atomique resteront en possession de l'Iran jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord international. Au Chili, le second tour de l'élection présidentielle prévu demain dimanche s'annonce très serré. Le candidat d'extrême droite, José Antonio Kast, un avocat de 55 ans, partisan de la loi et de l'ordre, admirateur de l'ère Pinochet, fera face à l'ancien leader étudiant de gauche, Gabriel Boric, 35 ans. Les deux candidats incarnent littéralement deux visions du Chili et de la société. Les sondages, quant à eux, ont de la peine à les départager. Lutte contre la drogue, Washington avait infligé des sanctions contre les acteurs du trafic international de drogue en Chine, mais aussi au Brésil et au Mexique. Pékin s'est étonné de ces sanctions en soulignant avoir une tolérance zéro en matière de drogue. Les autorités chinoises disent avoir déjà beaucoup fait pour endiguer le trafic de fentanyl, un puissant opiacé de synthèse utilisé dans le milieu médical, mais dont l'usage peut être détourné comme drogue, et accuse en retour les États-Unis de laxisme. Aux États-Unis, l'utilisation de ces drogues a provoqué 100 306 overdoses fatales en une année seulement. Aux Philippines, le bilan s'alourdit après le passage dévastateur du super typhon Rai. Au moins 33 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres sont portées disparues. Les autorités ont fait état de destructions alarmantes sur les îles qui ont subi le plus fort de la tempête. Plus de 300 000 personnes ont dû fuir leur domicile à cause du typhon qui a ravagé le sud et le centre du pays. Hier, vendredi, en fin d'après-midi, il a traversé le nord de l'île de Palawan avant de s'éloigner vers la mer de Chine méridionale en direction du Vietnam. Économie en vue de dynamiser les relations économiques entre l'Algérie et l'Égypte. Un forum d'affaires bilatéral s'est tenu aujourd'hui à Alger avec la participation de l'ambassadeur d'Égypte et des communautés d'affaires des deux pays, ainsi que des représentants d'entreprises égyptiennes. L'événement a été l'occasion de revenir sur la nature des liens économiques réunissant les deux pays frères afin de passer en revue les voies et perspectives de promouvoir et d'augmenter le niveau des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux. Et lors d'un point de presse tenu en marge de cette rencontre, l'ambassadeur égyptien en Algérie s'est exprimé sur les perspectives de ce forum. On l'écoute. Ce forum ainsi que les échanges qui en découleront sur le plan économique donneront lieu à la naissance d'un forum d'affaires algéro-égyptien qui permettra aux deux communautés d'affaires respectives de dépasser les entraves au profit d'initiatives qui se produiront prochainement de part et d'autre. Les chiffres du commerce extérieur entre l'Algérie et l'Égypte sont générateurs de frustration. Si l'on prend en considération le volume du commerce extérieur de l'Égypte, qui atteint un niveau de 87 milliards de dollars en 2020, et celui de l'Algérie qui culmine à 58 milliards de dollars, nous aurons un total de 145 milliards de dollars, qui ne comprend qu'une infime part d'échanges bilatéraux, n'excédant pas les 750 millions de dollars. L'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'OAIC, aurait acheté près de 700 000 tonnes de blé meunier d'origine multinationale dans le cadre d'un appel d'offres international. C'est ce qui a été annoncé hier par des dirigeants européens en blé à l'agence Reuters. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaben. L'Office algérien interprofessionnel des céréales aurait acheté près de 700 000 tonnes de blé meunier d'origine multinationale. Selon des révélations des négociants européens en blé, après la clôture de l'appel d'offres, les estimations du prix d'achat étaient encore $373 la tonne, coût et fret. Les mêmes négociants ont déclaré qu'ils ne s'attendent pas à ce que le blé acheté par l'Algérie soit d'origine française. L'Algérie, dans le cadre de sa nouvelle politique, tente de se libérer d'exporter les céréales d'origine française et de briser surtout le monopole de ce marché. Premièrement, pour qu'il y ait plus de liberté sur les appels d'offres et surtout plus de clarté lors de la négociation des prix, car le marché algérien des céréales est considéré comme le plus grand marché avec l'Égypte à travers le monde. L'assouplissement des critères pour le blé importé par l'Algérie pourrait bien profiter aux origines mer Noire.
en particulier Russie, au détriment des blés français. Cette décision s'inscrit dans la crise diplomatique qui oppose depuis octobre la France et l'Algérie. L'Algérie est devenue une destination de l'importation des céréales. C'est pour cela que l'Algérie doit jouer son rôle convenablement avec tous les pays, tels que la Russie, le Canada, la Lituanie et la Suède. Le plus important est de surveiller techniquement le processus d'acquisition pour l'intérêt de tout le monde. Les origines probables à fournir pourraient inclure l'Allemagne, la région de la mer Baltique, avec peut-être certaines quantités de Suède, la mer Noire dans l'Ukraine et aussi l'Argentine. Nous le disions en titre le 18 décembre 1973, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté la langue arabe comme 6e langue officielle de l'organisation depuis ce jour. La journée mondiale de la langue arabe est célébrée chaque année. Amira Bedia. De la côte de l'Inde à la péninsule ibérique en passant par la route de la soie, la richesse de la langue arabe révèle de ses liens avec d'autres langues du monde. Dans l'histoire des civilisations, elle a joué un rôle important. La diffusion des sciences et philosophies grecques et romaines en Europe marque l'évolution du monde. Le Haut Commissariat de la langue arabe célèbre cette journée mondiale sous le thème choisi par l'UNESCO cette année. La langue arabe, un pont entre les civilisations. Le Haut Commissariat organise un forum international avec la participation de plusieurs professeurs algériens, mais aussi du monde arabe. Le professeur en philosophie Ammar Talbi revient sur la spécificité de cette langue. Ce n'est pas que maintenant. La langue arabe a produit pendant 6 siècles pour la science. C'est une langue spirituelle, elle est sacrée chez les musulmans, car c'est la langue du livre sacré, le Coran. La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Shalal, présente lors de ce forum, souligne son engagement pour le rayonnement de la langue arabe. Tout ce que je peux affirmer en tant que ministre de la Culture et des Arts, c'est de faire un travail pour le rayonnement et le développement de cette langue arabe. Et cela se fera avec la promotion des éditions de livres, mais aussi la traduction sur tous les domaines culturels, pour un meilleur futur pour la langue arabe en Algérie. Utilisée par plus de 400 millions de personnes dans des sociétés de plus en plus numérisées, mais aussi multilinguistes. La langue arabe reste un outil de dialogue entre les peuples. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Ameziane Zitouni. Et félicitations encore une fois à l'Algérie pour avoir remporté cette 10e Coupe arabe des Nations. Ouentoutoui, vive à l'Algérie. Excellente soirée sur A24 News.